Mais la mer hantait mes songes avec les plus séduisantes perspectives d'aventure en des îles inconnues. Des heures entières je rêvais à la carte dont je me rappelais nettement tous les détails. Assis au coin du feu dans la chambre de l'intendant, j'abordais cette île en imagination, par tous les côtés possibles. Je l'explorais dans toute sa superficie. J'escaladais à 1000 reprises la montagne, dite longue vue, et découvrais de son sommet des paysages aussi merveilleux que divers. Tantôt l'île était peuplée de sauvages qu'il nous fallait combattre, tantôt pleine d'animaux féroces qui nous pourchassaient. Mais aucune de mes aventures imaginaires ne fut aussi étrange et dramatique que devait l'être pour nous la réalité. Plusieurs semaines s'écoulèrent de la sorte. Un beau jour arriva une lettre adressée au docteur Livesey avec cette mention: à son défaut, Tom Redruth ou le jeune Hawkins en prendront connaissance. Suivant cet avis, nous lûmes, ou plutôt je lus, car le garde-chasse n'était guère familier qu'avec l'imprimé. Les importantes nouvelles qui suivent. Auberge de la Vieille Ancre, Bristol, ce 1er mars 1700. Mon cher Livesey, ignorant si vous êtes de retour au château ou encore à Londres, je vous écris de part et d'autre en double expédition. J'ai acheté et équipé le navire. Il est à l'ancre prête à appareiller. Vous ne pouvez imaginer goélette plus exquise. Un enfant la manœuvrerait. 200 tonneaux. Non, Hispaniola. Je l'ai eu par l'intermédiaire de mon vieil ami Brandley, qui s'est conduit là comme le plus étonnant des bons bougres. Ce merveilleux gars s'est dévoué littéralement à son œuvre, et je dois dire que tout le monde dans Bristol en a fait autant, dès qu'on a eu vent du port vers lequel nous cinglons, c'est-à-dire le trésor. Redruth, dis-je, interrompant ma lecture, voilà qui ne plaira guère au docteur Livesey. Monsieur le chevalier a parlé pour finir. Eh, mais n'en a-t-il pas bien le droit, grommela le garde-chasse. Ce serait un peu fort que monsieur le chevalier doive se taire à cause du docteur Livesey, il me semble. Sur quoi je renonçai à tout commentaire et lus sans plus m'interrompre. C'est lui, Brandley, qui dénicha l'Hispaniola, et il manœuvra si admirablement qu'il réussit à l'avoir pour un morceau de pain. Il y a dans Bristol une catégorie de gens excessivement prévenus comme Brandley. Ils vont jusqu'à déclarer que cette honnête créature ferait n'importe quoi pour de l'argent, que l'Hispaniola lui appartenait et qu'il me l'a vendu ridiculement cher. Calomnie trop évidente. Nul d'ailleurs n'ose contester les mérites du navire. Jusque-là, par une anicroche, les ouvriers gréeurs et autres étaient, il est vrai, d'une lenteur assommante, mais le temps y apportait remède. Mon vrai souci concernait l'équipage. Je voulais une bonne vingtaine d'hommes, en cas de rencontre avec des indigènes, des forbans ou ces maudits français, et j'avais eu une peine du diable à en recruter une pauvre demi-douzaine, lorsqu'un coup de chance des plus remarquables me mit en présence de l'homme qu'il me fallait. Je liai conversation avec lui par un pur hasard, comme je me trouvais sur le quai. J'appris que c'était un vieux marin qui tenait un cabaret et connaissait tous les navires de Bristol. Il en devenait malade de rester à terre et n'attendait qu'un bon engagement de maître Coq pour reprendre la mer. C'était, me conta-t-il, pour aspirer un peu l'arsalin qu'il s'était traîné jusque-là ce matin. Je fus excessivement touché, vous l'auriez été vous-même, et par pure compassion, je l'enrôlai sur le champ comme maître Coq du navire. Il s'appelle Long John Silver, et il lui manque une jambe, mais c'est à mes yeux un mérite, car il l'a perdu en défendant son pays sous l'ordre de l'immortel Hawke. Et il n'a pas de pension, Livesey. Songez en quelle abominable époque nous vivons. Eh bien, monsieur, je croyais avoir simplement trouvé un cuisinier, mais c'est tout un équipage que j'ai rencontré. À nous deux, Silver et moi, nous recrutâmes en peu de jours une troupe des plus solides violos de mer qu'on puisse imaginer. Pas jolis, mais à en juger par leur mine, des cas d'un courage à toute épreuve. Je vous garantis que nous pourrions résister à une frégate. Même Long John se débarrassa de 2 hommes sur les 6 ou 7 que j'avais déjà retenus. Il me démontra sans peine que c'était là de ces marins d'eau douce qu'il nous fallait précisément craindre dans une sérieuse occurrence. Je suis d'une humeur et d'une santé admirable. Je mange comme un ogre, je dors comme une souche, et malgré cela je n'aurai pas un moment de répit avant de voir mes vieux maturins virer au cabestan. Au large, qu'importe le trésor, c'est la splendeur de la mer qui m'a tourné la tête. Ainsi donc, Livesey
Si nous ne sommes pas rentrés à la fin d'août, il doit envoyer une conserve à notre recherche. Brand Litige nous a trouvé un chef navigateur excellent, un type dur, ce que je regrette, mais sous tout autre rapport une vraie perle. Long John Silver a déniché comme second un homme très capable, un nommé Harrow. J'ai un maître d'équipage qui sait jouer du sifflet. Ainsi, Livesey, tout ira comme sur un vaisseau de guerre à bord de notre excellente Hispaniola. Encore un détail, Silver est un personnage d'importance. Je sais de sources certaines qu'il a un compte en banque et qu'il n'a jamais dépassé son crédit. Il laisse son cabaret aux soins de sa femme, et deux vieux célibataires comme vous et moi sont autorisés à croire que c'est à cause de sa femme et non seulement pour sa santé qu'il désire à nouveau courir le monde. J.T. P.P.S. Hawkins peut passer 24 heures chez sa mère. J.T. On peut imaginer l'enthousiasme où me jeta cette lettre. Je ne me connaissais plus de joie. Je voyais avec un mépris souverain le vieux Tom Redruth, qui ne savait que geindre et récriminer. Tous les gardes-chasse en second, sans exception, auraient volontiers pris sa place, mais tel n'était pas le bon plaisir du chevalier, lequel bon plaisir faisait la loi parmi eux. Même nul autre que le vieux Redruth ne se fût hasardé à murmurer. Le lendemain matin, nous fîmes la route à pied, lui et moi, jusqu'à l'amiral Benbow, où je trouvai ma mère bien portante et gaie. Le capitaine, qui nous avait tant et si longtemps persécutés, s'en était allé là où les méchants ne peuvent plus nuire. Le chevalier avait tout fait réparer dans l'auberge et repeindre l'enseigne et le débit, où il avait ajouté quelques meubles, entre autres un bon fauteuil pour ma mère à son comptoir. Il lui avait aussi trouvé un gamin comme apprenti, si bien qu'elle ne resterait pas seule durant mon absence. C'est à la vue de ce garçon que je commençai à comprendre ma situation. Jusque-là, j'avais pensé uniquement aux aventures qui m'attendaient et non à la demeure que je quittais. Aussi, en voyant ce gauche étranger destiné à tenir ma place auprès de ma mère, j'eus ma première crise de larmes. J'ai bien peur d'avoir fait une vie de chien à ce garçon, car étant neuf au travail, il m'offrit mille occasions de le réprimander et de l'humilier, et je ne manquai pas d'en profiter. La nuit passa, et le lendemain après dîner, Redruth et moi nous remîmes en route. Je dis adieu à ma mère, à la crique où j'avais vécu depuis ma naissance et au cher vieil amiral Benbow. Un peu moins cher toutefois depuis qu'il était repeint. L'une de mes dernières pensées fut pour le capitaine qui avait si souvent rôdé sur la grève avec son tricorne, sa balafre et sa vieille lunette de cuivre. Un instant plus tard, nous prenions le tournant et ma demeure disparaissait à mes yeux. Vers le soir, la malle-poste nous prit au Royal George, sur la lande. Je fus encaqué entre Redruth et un gros vieux monsieur, mais en dépit de notre course rapide et du froid de la nuit, je ne tardai point à m'assoupir, et dormis comme une souche par monts et par vaux, et de relais en relais. Une bourrade dans les côtes me réveilla enfin, et je m'aperçus en ouvrant les yeux qu'il faisait grand jour et que nous étions arrêtés en face d'un grand bâtiment dans une rue de ville. « Où sommes-nous » demandai-je. « À Bristol, répondit Tom. Descendez. » Monsieur Trelawney avait pris pension à une auberge située au bout des bassins, pour mieux surveiller le travail à bord de la goélette. Il nous fallut marcher jusque-là, et j'eus le grand plaisir de longer les quais, où s'alignaient une multitude de bateaux de toute taille, forme et nationalité. Sur l'un, des matelots accompagnaient leur besogne en chantant. Sur un autre, il y avait des hommes en l'air, très haut, suspendus à des cordages minces, en apparence comme des fils d'araignée. Bien que j'eusse passé toute ma vie sur la côte, il me semblait n'avoir jamais connu la mer jusqu'à présent. L'odeur du goudron et du sel était pour moi une nouveauté. Je vis des figures de proue étonnantes qui avaient toutes parcouru les océans lointains. Je vis aussi beaucoup de vieux marins avec des anneaux aux oreilles, des favoris bouclés, des catogans goudronneux, et à la démarche lourde et importante. J'aurais eu moins de plaisir à voir autant de rois et d'archevêques. Et j'allais moi aussi naviguer sur une goélette avec un maître d'équipage qui jouerait du sifflet et des marins à catogan qui chanteraient, naviguer vers une île inconnue à la recherche de trésors enfouis. J'étais encore plongé dans ce songe lorsque nous nous trouvâmes soudain en face d'une grande auberge et nous en vîmes sortir monsieur le chevalier Trelawney, vêtu comme un officier de marine en habit gros bleu, qui vint à notre rencontre d'un air épanoui et imitant à la perfection l'allure d'un marin.
Chapitre 8. À l'enseigne de la longue vue. Après m'avoir laissé déjeuner, le chevalier me remit un billet adressé à John Silver, à l'enseigne de la longue vue. Pour la trouver, il me suffisait de longer les bassins et de faire attention. Je verrais une petite taverne ayant pour enseigne un grand télescope de cuivre. C'était là. Je me mis en route, ravi de cette occasion de mieux voir navires et matelots, et me faufilant parmi une foule épaisse de gens, de camions et de ballots, car la ferme en battait son plein sur le quai. Je trouvai la taverne en question. C'était un petit dépit d'allure assez prospère. L'enseigne était peinte de frais, on voyait aux fenêtres de jolis rideaux rouges, et le carreau était proprement sablé. Situé entre deux rues, il avait sur chacune d'elles une porte ouverte, ce qui donnait assez de jour dans la salle grande et basse, malgré des nuages de fumée de tabac. La plupart des clients étaient des navigateurs, et ils parlaient si fort que je m'arrêtai sur le seuil, intimidé. Durant mon hésitation, un homme surgit d'une pièce intérieure, et d'un coup d'œil suffit à me persuader que c'était Long John. Il avait la jambe gauche coupée au niveau de la hanche, et il portait sous l'aisselle gauche une béquille dont il usait avec une merveilleuse prestesse, en sautillant comme un oiseau. Il était très grand et robuste, avec une figure aussi grosse qu'un jambon, une vilaine figure blême, mais spirituelle et souriante. Il semblait même fort enquêté, sifflait tout en circulant parmi les tables et distribuait des plaisanteries ou des tapes sur l'épaule à ses clients favoris. À vrai dire, dès la première nouvelle de Long John, contenue dans la lettre du chevalier Trelawney, j'avais appréhendé que ce ne fût lui le matelot à une jambe que j'avais si longtemps guetté au vieux Benbow. Mais un regard suffit à me renseigner sur l'homme que j'avais devant moi. Connaissant le capitaine Chien Noir et Blue l'aveugle, je croyais savoir ce qu'était un flibustier, un individu tout autre, à mon sens, que ce tavernier de bonne mine et d'humeur affable. Je repris courage aussitôt, franchis le seuil et marchai droit à notre homme qui, étayé sur sa béquille, causait avec un consommateur. « Monsieur Silver, n'est-ce pas, monsieur ?» fis-je en lui tendant le pli. « Oui, mon garçon, c'est bien moi, répliqua-t-il. Et toi-même, qui es-tu » Mais en voyant la lettre du chevalier, il réprima un haut-le-corps. « Ah » reprit-il, en élevant la voix, « je comprends, tu es notre nouveau garçon de cabine, charmé de faire ta connaissance. » Et il m'étreignit la main dans sa vaste poigne. Tout aussitôt, à l'autre bout de la salle, un consommateur se leva brusquement et prit la porte. Il en était proche, et un instant lui suffit à gagner la rue. Mais sa hâte avait attiré mon attention, et je le reconnus d'un coup d'œil. C'était l'homme au visage de cire et privé de 2 doigts qui était venu le premier à l'amiral Benbow. « Ah » m'écriai-je, « arrêtez-le, c'est Chien Noir !» « Je ne donnerai pas de liard pour savoir qui c'est » proclama Silver, « mais il part sans payer. Harry, cours après et ramène-le. » Harry, qui était tout voisin de la porte, bondit à la poursuite du fugitif. Que ce serait l'amiral Hawke en personne, il paierait son écho, reprit Silver. Puis, lâchant ma main, « Qui disais-tu que c'était ? Noir quoi ? Chien Noir, monsieur, répondis-je. Monsieur Trelawney a dû vous parler des flibustiers, c'en est un. Hein ? Dans ma maison. Ben, cours prêter main forte à Harry, lui, un de ces sagouins. Morgan, c'est vous qui buviez avec lui, venez ici. » Le nommé Morgan, un vieux matelot à cheveux gris et au teint d'acajou, s'avança tout piteux, en roulant sa chique. « Dites, Morgan, » interrogea très sévèrement Long John, « vous n'avez jamais rencontré ce chien noir auparavant, hein ?» Non, monsieur, répondit Morgan avec un salut. Vous ne saviez pas son nom, dites. Non, monsieur. Par tous les diables, Tom Morgan. Cela vaut mieux pour vous, s'exclama le patron. Si vous aviez été en rapport avec des gens comme ça, vous n'auriez plus jamais remis les pieds chez moi, je vous le garantis. Et qu'est-ce qu'il vous racontait ? Je ne sais pas au juste, monsieur. Crédier, c'est donc une tête de mouton que vous avez sur les épaules. Vous ne savez pas au juste. Vous ne savez peut-être pas que vous parliez à quelqu'un, hein ? Allons vite, de quoi jasait-il ? De voyage, de capitaine, de bateau ? À coucher, qu'est-ce que c'était ? Nous parlions de carénage, répondit Morgan. De carénage, vraiment, c'est un sujet très édifiant, il n'y a pas de doute. Allez vous rasseoir, marin d'eau douce. Et tandis que Morgan regagnait sa place, Silver me dit tout bas, sur un ton confidentiel, très flatteur à mon avis.
C'est un très brave homme, ce Tom Morgan, quoique bête. Mais voyons, continua-t-il tout haut. Chien noir, non, je ne connais pas ce nom-là. Et pourtant, j'ai comme une idée. Oui, j'ai déjà vu le sagouin. Il venait parfois ici accompagné d'un mendiant aveugle. Oui, parfois. Vous pouvez en être sûr, dis-je. Et j'ai connu aussi cet aveugle. Il se nommait Boo. C'est ça, s'écria Silver, maintenant très excité. Boo, pas de doute. C'était bien son nom. Et quelle tête de canaille il avait. Si nous attrapons ce chien noir, c'est le capitaine Trelawney qui sera heureux de l'apprendre. Ben est bon à la course, peu de marins courent comme lui. Il doit le rattraper haut la main, par tous les diables. Il parlait de carénage, pas vrai? Je vais te le caréner, moi. Tout en lançant ses phrases, il béquillait de long en large parmi la taverne, claquant de la main sur les tables et affectant une telle chaleur qu'il eût convaincu un juge de cour d'assises ou un limier de la police. Mes soupçons s'étaient réveillés en trouvant Chien Noir à la longue vue, et j'observais attentivement le maître coq. Mais il était trop fort, trop prompt et trop rusé pour moi. Quand les deux hommes rentrèrent tout hors d'haleine, avouant qu'ils avaient perdu la piste dans la foule et qu'on les avait pris pour des voleurs et houspillés, je me serais porté garant de l'innocence de Long John. Dis donc, Hawkins, fit-il, voilà une chose fichtrement désagréable pour un homme comme moi. Le capitaine Trelawney, que va-t-il penser? Voici que j'ai ce maudit fils de Hollandais installé dans ma maison à boire mon rhum. Voici que tu arrives et me dis son fait. Et voici, crénon, que je le laisse nous jouer la fille de l'air sous mes yeux. Dis, Hawkins, tu me justifieras auprès du capitaine. Tu es un gamin, pas vrai, mais tu es sage comme une image. Je l'ai vu dès ton entrée. Eh bien, réponds, que pouvais-je faire, moi, clopinant sur cette vieille bûche? Quand j'étais maître marinier de première classe, je l'aurais rejoint haut la main et empoigné en 2 temps 3 mouvements. Mais à cette heure, soudain il s'interrompit. Il resta bouche bée, comme s'il se rappelait quelque chose. L'écho, lança-t-il. 3 tournées de Rome, mort de mes os. J'avais oublié l'écho. Et s'affalant sur un escabeau, il se mit à rire littéralement aux larmes. Je ne pus m'empêcher de l'imiter, et les éclats réitérés de nos rires associés firent retentir la taverne. Vrai, il faut que je sois un fameux veau marin, fit-il à la fin, en s'essuyant le visage. Nous faisons bien la paire, Hawkins, car on pourrait, ma foi, me cataloguer moussaillon. Mais maintenant, allons, pas ravirer. Ce n'est pas tout ça, le devoir avant tout, camarade. Je mets mon vieux tricorne et file avec toi chez le capitaine Trelawney, lui conter l'affaire. Car note bien, jeune Hawkins, c'est grave cette histoire. Et j'oserais dire que ni toi ni moi n'en sortons guère à notre avantage. Non, ni toi non plus, dis. Nous n'avons pas été fins, pas plus l'un que l'autre. Moi, mort de mes os, c'est une bonne blague, celle de l'écho. Et il se remit à rire de si bon cœur que, tout en ne voyant pas la plaisanterie comme lui, je fus à nouveau contraint de partager son hilarité. Durant notre courte promenade au long des quais, mon compagnon m'intéressa fort en me parlant des navires que nous passions en revue, de leurs différents types, de leur tonnage, de leur nationalité. Il m'expliquait la besogne qui s'y faisait. On déchargeait la cargaison de l'un, on embarquait celle de l'autre, un troisième allait à Paris. Et à tout propos, il me sortait de petites anecdotes sur les navires ou les marins, et me serinait des expressions nautiques pour me le faire bien entrer dans la tête. Je le voyais de plus en plus, ce serait là pour moi un compagnon de bord inestimable. En arrivant à l'auberge, nous trouvâmes le chevalier et le docteur Livesey, attablés devant une pinte de bière et des rôtis. Ils s'apprêtaient à aller faire une tournée d'inspection sur la goélette. Long John raconta l'histoire depuis A jusqu'à Z avec beaucoup de verve et la plus exacte franchise. C'est bien ça, n'est-ce pas, Hawkins, disait-il de temps à autre, et chaque fois je ne pouvais que confirmer son récit. Les 2 messieurs regrettèrent que Chien Noir eût échappé, mais nous convînmes tous qu'il n'y avait rien à faire, et après avoir reçu des félicitations, Long John reprit sa béquille et se retira. Tout le monde à bord pour cet après-midi à 4 heures, lui cria de loin le chevalier. Bien, monsieur, répondit le coq du corridor. Ma foi, chevalier, dit le docteur Livesey, je n'ai en général pas grande confiance dans vos trouvailles, mais j'avouerai quand même que ce John Silver me botte. C'est un parfait brave homme, déclara le chevalier. Et maintenant, conclut le docteur, Jim va venir
n'est-ce pas? Bien entendu, mettez votre chapeau, Hawkins, et allons visiter le navire. Et voilà pour ce chapitre